Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, c'est effectivement une date un peu difficile, mais en même temps, est-il meilleure date que pendant la Climate Week pour tenir un congrès du gaz? C'est évidemment quelque chose qui nous oblige à faire des choix. Isabelle Cocher, malgré toutes ses qualités, n'a pas le don d'ubiquité et donc, tenue d'être à New York avec le président Macron, elle m'a demandé d'être ici, auprès de vous, son interprète, et de délivrer l'allocution qu'elle avait prévu de vous délivrer. C'est pour moi un honneur et un plaisir. Ça fait très longtemps que je suis gazier et j'ai donc toujours plaisir à retrouver cette assemblée parmi laquelle je compte beaucoup de collègues et d'amis. Cette allocution que Isabelle m'a demandé de délivrer en son nom est intitulée « Le gaz, colonne vertébrale de la transition énergétique ». Tous les êtres complexes ont trouvé une solution pour à la fois avoir une certaine liberté de mouvement et une capacité de résistance aux éléments extérieurs. Et cette solution, c'est la colonne vertébrale. Il en est de même de notre système énergétique. Et nous sommes convaincus que le gaz, le système gazier, est le vecteur et l'élément qui donne à notre système énergétique à la fois sa souplesse et sa résilience. Et qu'à ce titre, il est absolument indispensable et que nous devons promouvoir son rôle et son caractère indispensable comme complément en particulier aux énergies renouvelables. En effet, si tout le monde s'accorde à dire que nous devons de plus en plus passer aux énergies renouvelables, que nous devons décarboner notre système énergétique, et Engie, de ce point de vue, a choisi d'être le pionnier de la transition énergétique et donc s'inscrit pleinement dans cette évolution. Nous pensons néanmoins que cette colonne vertébrale est incontournable, elle est absolument nécessaire. Comment pourrions-nous imaginer un instant d'équilibrer des usages futurs de l'énergie que nous n'imaginons peut-être même pas aujourd'hui et des énergies renouvelables qui, pour l'essentiel, sont intermittentes? Comment pourrions-nous assurer l'équilibre des réseaux et la stabilité de la fréquence si tout reposait directement sur le réseau électrique et si toutes les énergies se déversaient directement dans le réseau électrique sans avoir d'autres solutions, d'autres buffers, d'autres structures? Comment faire face avec souplesse, réactivité, sobriété économique à des consommations d'énergie qui peuvent varier de 1 à 4 entre l'été et l'hiver, sans totalement surdimensionner les infrastructures? Nous sommes aujourd'hui au carrefour de ces défis. Et pour nous, la transition énergétique, dans sa première phase, est extrêmement simple. L'ennemi public numéro 1, c'est le charbon, l'ennemi public numéro 2, c'est le diesel. Dans cette perspective, le gaz joue un rôle déterminant pour à la fois permettre de réduire la pollution et permettre de décarboner de manière rapide, efficace, économe le système énergétique. C'est fort de cette conviction que tous les scénarios qui sont publiés par les gens qui veulent bien se donner la peine de faire des calculs confortent. Et quand je dis les gens qui veulent bien se donner la peine de faire des calculs, j'y compte les ONG qui travaillent sérieusement sur le sujet. Je compte des gens comme Greenpeace, des gens comme Negawatt. Tous les gens qui font des calculs montrent que la seule façon de décarboner rapidement, la seule façon de rejoindre une trajectoire de degrés, c'est pour les décennies qui viennent de donner un rôle important au gaz naturel. Vous constaterez d'ailleurs que même chez nos amis américains, la publication récente de l'Agence américaine d'information sur l'énergie conforte le fait que la seule solution pour l'évolution du système énergétique mondial, c'est de conforter la place du gaz naturel qui devrait croître entre 2015 et 2040 de l'ordre de 1,4% par an et qui donc prendra un rôle de plus en plus important dans cet équilibre. Pourquoi? Pour des raisons évidentes. À chaque fois que nous remplaçons une centrale électrique
à charbon par une centrale à gaz, on économise entre 30 et 80% des émissions de CO2 selon qu'il s'agit d'une vieille génération ou d'une génération charbon récente. À chaque fois que nous remplaçons un produit pétrolier par du gaz dans les transports maritimes, ferroviaires, routiers, qu'il s'agisse de fret ou de véhicules légers, on réduit de 25% les émissions de CO2, de 60 à 90% les émissions de NOx, de 95% les émissions de particules fines et la quasi-totalité des émissions d'oxyde de soufre. C'est la raison pour laquelle nous, Engie, nous promouvons activement à la fois le GNL carburant pour les transports internationaux et pour le fret maritime et fluvial, et le GNV pour les usages de flotte, les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires légers. Le gaz naturel est donc dès aujourd'hui une solution bas carbone, de loin beaucoup moins polluante que le charbon et le pétrole, qui sera indispensable pour respecter les objectifs de l'accord de Paris et réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Mais utiliser le gaz naturel permet aussi de consolider l'équilibre du système électrique, et ceci à moindre coût. En effet, les infrastructures gaz sont déjà construites, largement amorties. Elles permettent déjà d'alimenter directement les clients en eau chaude, en chauffage, pour la mobilité, pour les usages industriels, mais aussi elles permettent de disposer de centrales électriques qui peuvent démarrer rapidement. Jérôme le rappelait, lors de la pointe de cet hiver, les centrales électriques à gaz ont joué un rôle particulièrement utile pour équilibrer cette demande de pointe. A contrario, toute substitution importante du gaz par des productions électriques directes conduirait à des investissements en réseau considérables, notamment pour la pointe, et ceci aux dépens de nos concitoyens qui en paieraient le coût additionnel. Car si un scénario électrique 100% renouvelable est techniquement possible, il est complètement aberrant d'un point de vue économique. L'équilibrage du système, d'après les études de l'ADEME et de Stanford University, aboutirait à des surcoûts de l'ordre de 73% par rapport aux solutions alternatives où, pour la transition énergétique, nous utilisons le gaz naturel comme moyen d'équilibrage, de secours et de complément aux énergies renouvelables. Il faudrait en effet renforcer le système électrique en moyens de production, de stockage, en ligne de transport. On aboutirait à un accroissement de l'énergie gaspillée en période de surplus, à des risques de défaillance très difficiles à couvrir. Nous savons tous, nous autres gaziers, qu'une canalisation de bon diamètre couvre facilement entre 5 et 20 fois plus de transport d'énergie qu'une ligne très haute tension. Je voudrais aussi rappeler, parce que c'est peut-être moins connu, que le stockage de gaz représente en France, selon la façon dont vous le comptez, de l'ordre de 100 à 300 fois plus que la capacité de stockage électrique qui existe dans notre pays. Le rôle du gaz pour minimiser le coût de notre système énergétique est absolument essentiel pour éviter des investissements massifs, des risques de défaillance et de gaspillage. Et cette infrastructure gazière, cette colonne vertébrale de notre système énergétique est déjà construite, elle est adaptable. Je rappelle que le réseau de gaz a été initié à l'époque pour du gaz manufacturé. Il a su se convertir au gaz naturel. Aujourd'hui, il commence, même si c'est marginal, comme l'a rappelé Jérôme, mais nous croyons beaucoup à son développement, à transporter du gaz vert, et demain, il en transportera de plus en plus. Venons-en précisément au gaz vert. Au-delà de son rôle immédiat de stabilisation du système énergétique national et européen, le gaz, de plus en plus vert, permet d'esquisser une solution durable, au-delà des simples décennies de la transition énergétique. Grâce aux solutions de gaz vert, des problèmes nombreux de déchets qui jusqu'à présent n'avaient pas de très bonnes solutions, qu'il s'agisse de déchets agricoles, agro-industriels,
ménagers, de déchets de stations d'épuration. Tous ces déchets pourraient demain ne plus représenter une charge pour l'environnement, mais une ressource, une opportunité de produire du biogaz qui devient alors une énergie renouvelable, abondante, stockable. Une fois épuré, ce biogaz devient du biométhane que nous pouvons injecter dans les réseaux, retrouvant alors tous les avantages du gaz naturel et le rôle de colonne vertébrale que nous allouons au gaz pour la transition énergétique. Notre prévision chez Engie, c'est que nous sommes extrêmement optimistes pour le développement du gaz vert. Nous pensons que dès 2030, les usages de gaz pour le chauffage urbain et les transports pourraient être entièrement couverts par le gaz vert, par le biométhane. Qu'en 2050, nous pourrions être à 70% des usages et dans la décennie suivante, aboutir à couvrir 100% des usages. Mais nous ne nous contentons pas d'espoir, nous agissons pour cela. Et dès aujourd'hui, chacun d'entre vous, chacun de nos clients peut choisir de souscrire chez Engie une nouvelle offre qui s'appelle Mon Gaz Vert et qui permet de choisir d'avoir dans votre fourniture de gaz naturel une partie de gaz renouvelable et même mieux, de choisir le site de production où vous voulez que ce gaz vert soit produit. Je vous invite donc tous à vous connecter sur le site d'Engie et à souscrire massivement cette offre pour promouvoir le gaz vert. Bien entendu, pour atteindre dans les années 2050, 100% de gaz vert, il faudra développer plusieurs générations de biogaz. Et vous savez que nous sommes déjà très actifs sur la première génération. Le ministre, M. Hulot, nous a fait le plaisir de venir visiter notre installation pilote de biogaz de deuxième génération à côté de Lyon dès le mois de juin, très peu après sa prise de fonction, et nous y travaillons. Derrière, peut-être la troisième génération se profilera avec la production à partir de microalgues. Mais nous voyons aussi une autre solution pour le gaz vert qui est, comme Jérôme l'évoquait, le power to gas. Et en tant qu'entreprise, Engie est extrêmement confiant dans le développement futur de l'hydrogène, qu'il s'agisse de production de masse avec des fermes photovoltaïques dédiées à la production d'hydrogène ou qu'il s'agisse de la production plus marginale des surplus d'électricité qui sont actuellement inutilisés quand toutes les énergies renouvelables débitent à plein et que la demande est insuffisante. L'électrolyse, qui permet de produire cet hydrogène, est un procédé bien connu. Il nous reste à en diminuer très significativement les coûts, à poursuivre l'effort de diminution des coûts des piles à combustible, pour faire de l'hydrogène le vecteur du développement futur du système gazier. Et nous autres gaziers ne sommes pas effrayés par l'hydrogène. Nous avons su prendre le virage du gaz naturel, nous saurons prendre celui de l'hydrogène le moment venu, qui n'est, après tout, qu'un gaz comme un autre, qui présente les mêmes difficultés et nécessite les mêmes précautions que les gaz que nous sommes habitués à manipuler. Nous avons, pour commencer à promouvoir cette économie de l'hydrogène, notamment nous soutenons de projets, notre filiale indépendante GRT Gaz soutient le projet Jupiter 1000. Avec notre autre filiale indépendante GRDF, nous soutenons le projet GRID à Dunkerque qui vise, avec des excédents d'énergie renouvelable, à produire de l'hydrogène pour à la fois l'injecter dans les réseaux et produire un carburant pour des bus dédiés. Ce ne sont à ce stade que des expérimentations, mais nous pensons que le potentiel de l'hydrogène est à grande échelle et qu'il viendra beaucoup plus tôt que d'aucuns pensent contribuer significativement à résoudre le problème de l'intermittence, à résoudre le problème du stockage de l'électricité et à contribuer à l'économie circulaire à laquelle nous aspirons tous.
C'est une économie dans laquelle les surplus, les déchets, seront recyclés sous forme d'énergie et contribueront à la structure et à la fiabilité de notre système énergétique. En outre, comme l'a souligné Jérôme, mais ça me paraît un point particulièrement important, un gaz 100% vert sera aussi un produit local, valorisant les territoires, valorisant l'activité agricole et réduisant le risque géopolitique et le risque d'approvisionnement extérieur. Il viendra donc à la fois renforcer la sécurité d'approvisionnement, le développement économique et notre indépendance énergétique. Le gaz est donc le partenaire idéal, moderne, incontournable, du solaire, de l'éolien et des autres énergies renouvelables. Mais il est aussi un contributeur au développement des territoires et à notre indépendance. Substitut aux énergies polluantes dans la production d'électricité et le transport, allié de l'intégration des énergies renouvelables dans le système énergétique et pilier d'un système d'économie circulaire sous forme de gaz vert, le gaz, naturel aujourd'hui, vert demain, n'est pas seulement le moyen de réussir la transition énergétique, il est la colonne vertébrale de notre système et d'un système énergétique demain plus sobre et plus harmonieux. Solidement appuyés sur cette conviction, les gaziers que nous sommes doivent sans hésiter revendiquer, face aux marchands d'illusions et à leurs scénarios simplistes et irréalistes, que le gaz, essentiellement naturel pour les 2 à 3 décennies qui viennent, essentiellement vert pour les décennies qui suivent, est et restera cet élément qui fait tenir debout notre système énergétique. C'est la conviction d'Engie qui, en France et dans le monde, directement et à travers ses filiales, continuera d'œuvrer pour une transition énergétique fiable, économe, où le gaz occupe une place de choix. Je vous remercie de votre attention.